Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous conservez, on peut le dire, depuis l'alternance, votre liberté de ton. Tout ne vous plaît pas dans les priorités du moment. Gérard Collomb, vous nous le direz d'ailleurs dès le début de cette émission, réalisée pour la première fois cette semaine en partenariat avec Dailymotion, acteur majeur du net évidemment, qui permet d'ailleurs aux téléspectateurs de vous interpeller et de réagir à cette émission, avec également toujours comme partenaire l'agence France Presse, représentée ce soir par Suzette Bloch, qui vous interrogera, elle, sur votre défense obstinée du cumul des mandats, et oui, en opposition avec François Hollande. Et puis Perrine Tarnot, de Public Sénat, nous rejoindra en fin d'émission pour ouvrir certains dossiers lyonnais, qui vous mettent d'ailleurs aussi parfois en opposition avec la politique gouvernementale. Je pense à la réforme des rythmes scolaires. On ne sait toujours pas si vous allez appliquer cette réforme dès la rentrée de septembre. On sait qu'en ce moment, vous devez, vous socialistes, vous porter au secours de Vincent Peillon, qui est bien empêtré dans cette réforme des 4 jours et demi d'école. Un mot d'abord, Gérard Collomb, sur l'intervention au Mali décidée par le général Hollande. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un tournant ou d'une parenthèse du quinquennat ? D'abord, je voudrais dire que je pense que c'est une bonne décision. On ne pouvait pas laisser se constituer dans cette région du monde un foyer qui aurait été un foyer où le terrorisme aurait pu avoir ses bases et frapper au sein même de la France. Donc je crois que François Hollande a eu raison d'intervenir et donc c'est une bonne décision. Alors est-ce que c'est un tournant? Bien sûr. Est-ce que ça change son image, par exemple? C'était la question. Sans doute un peu. Ça change son image. C'est une décision forte. Comment était-il avant? Comment le voyez-vous maintenant? Je ne crois pas qu'on puisse aborder les problèmes comme cela. Mais c'est clair qu'il a pris ses responsabilités, que la France est intervenue, en plus de manière extrêmement efficace, qu'aujourd'hui les problèmes de court terme sont réglés. Ceux de moyen terme, évidemment, restent encore totalement ouverts. Mais c'était une décision courageuse et il l'a prise courageusement. Voilà, il ne vous a pas surpris? Non, je trouve que c'est bien. Est-ce que vous attendez aussi, d'abord, surtout, le général Hollande contre le chômage, vous? Mais évidemment, je crois que c'est la question principale des Français. Aujourd'hui, les problèmes d'emploi, les problèmes de désindustrialisation sont évidemment au cœur de l'actualité. Je lisais encore sur les journaux d'aujourd'hui. Depuis 2009, un millier d'entreprises industrielles qui ont fermé. Évidemment que c'est un problème extraordinaire et que cela affaiblit notre pays et crée beaucoup de malheurs pour un certain nombre d'habitants. Alors, les plans sociaux sont bien sûr très présents dans l'actualité politique, Gérard Collomb, mais en ce moment, il y a un débat qui domine, c'est le mariage gay. Est-ce que vous estimez qu'il est temps de passer à autre chose ? Je crois que, évidemment, c'est pas la question que se posent celles et ceux qui sont effectivement victimes des problèmes du chômage aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas que le PS demain soit perçu uniquement comme le parti qui s'occupe des problèmes sociétaux, même s'ils sont importants, mais celui qui résout les problèmes auxquels notre pays est confronté. Et le défi, il est essentiellement économique et social. Et à mon avis, c'est là-dessus que le gouvernement doit pouvoir concentrer ses efforts. Donc il est temps de passer à autre chose. Il faut qu'on examine ce texte de loi, puis après on essaye de revenir sur les problèmes économiques et sociaux, qui d'ailleurs ne nous attendent pas, parce que comme vous l'avez signalé, la crise c'est tous les jours, Petroplus c'est immédiatement, et donc ces problèmes sont pendants. Sur le mariage gay, pour être clair, est-ce que vous êtes 100% pour, vous ? J'ai beaucoup réfléchi. Vous voyez, au départ, j'étais de ceux qui pensaient que ce que l'on avait fait avec le Pacs était suffisant. Un certain nombre d'amis m'ont convaincu pour le mariage. Mais par contre, sur la PMA, la gestation pour autrui, je pense qu'il y a des bornes qu'il faut marquer. Où est-ce que vous les situez, vous, personnellement? Alors, donc vous êtes pour le mariage gay, et contre la PMA et la GPA, on s'arrête là pour moi. On s'arrête là, définitivement. Voilà, oui, je crois que ça permettrait justement de désamorcer un certain nombre de critiques, de gens qui disent mais ce n'est qu'un premier pas, demain on ira plus loin. Et par exemple, la critique que fait Sylviane Agacinski
sur la gestation pour autrui, en disant attention de ne pas faire en sorte que demain il y ait un nouvel esclavage féminin qui naisse au sein de notre pays, c'est une critique quand même qu'il faut entendre et qui a à mon avis beaucoup de poids. Et vous entendez aussi des critiques sur la procréation médicalement assistée qui ne doit pas être ouverte aux couples de lesbiennes. Donc si je vous entends bien, vous êtes sur cette ligne-là, c'est clair. Je suis sur le mariage, point. Très bien. Et demain, vous pourriez en procéder d'ailleurs à ces cérémonies dans votre mairie de Lyon. Vous le ferez vous-même? Le maire de Lyon ne marie pas. Bon, ça se passe dans les arrondissements. ouais. À Lyon. Vous êtes privé de ça alors? Eh oui, on ne marie bon. pas, vous voyez. Contrairement au maire de Paris qui a quand même encore cette latitude, mais non? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça doit être dans les mairies d'arrondissement également à Paris. Néanmoins, comme maire, est-ce que vous auriez été favorable à la liberté de conscience qui avait un temps été évoquée par François Hollande, qui finalement a changé d'avis? D'ailleurs, l'amendement a été rejeté par les députés. De la liberté de conscience pour les des maires. maires. Oui. Je crois qu'un certain nombre de maires se feront représenter par leurs adjoints. Ça ne posera pas de problème. Bien sûr, il faut appliquer la loi. Ensuite, chacun est libre de se faire représenter, ce qui se passera à mon avis. Oui. Alors, Gérard Collomb, Jean-Luc Mélenchon était à votre place il y a tout juste une semaine et il accuse le gouvernement, non pas de se tromper de priorité, lui, mais enfin quand même de mener une politique sociale libérale. Est-ce qu'il dit vrai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle politique voudrait mener Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a un certain nombre de réalités qui, aujourd'hui, sont devant nous. Le fait que la France a perdu de la compétitivité par rapport aux autres pays, compétitivité coût, compétitivité innovation. Il n'est qu'à voir, par exemple, les deux grandes marques nationales de voitures, quelles difficultés elles connaissent aujourd'hui pour s'apercevoir qu'il faut évoluer rapidement, sauf à connaître des problèmes plus douloureux encore. Donc très bien. Alors la priorité, ce ne sont pas les sujets de société, c'est la compétitivité, pour vous. C'est ce qui crée l'économie et donc ce qui crée la richesse. À partir de là, ce qui peut permettre de redistribuer aux Français. Vous savez, moi je me souviens toujours, c'était lorsque j'étais jeune député, en 1986, dans un de mes quartiers. Une habitante m'avait dit, Monsieur Collomb, vous êtes là depuis 6 ans, mais qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie quotidienne? Eh bien moi, ma préoccupation, elle est toujours... Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des gens? Et donc, ils attendent qu'économiquement et socialement, eh bien, notre pays puisse aller de l'avant. Alors, vous êtes en phase avec tous les discours du moment quand même, Gérard Collomb, parce qu'on l'entend, ce mot compétitivité, il revient notamment, bien sûr, en arrière-fond de l'accord qui a été signé entre le patronat et une partie des syndicats, dont la CFDT, donc l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux salariés qui sont menacés par des plans sociaux qu'ils doivent faire des efforts pour sauver leur emploi, accepter par exemple un gel de leur salaire quelque temps, accepter de travailler plus longtemps? Mais je crois... Si vous dites oui, vous tenez ce discours de vérité? Je tiens le discours, il faut que nos entreprises évoluent. Je ne parle même pas des entreprises qui sont en crise sociale grave, dont pour certaines on ne sait pas comment effectivement on peut les sauver aujourd'hui. Il ne faut pas justement attendre ce type de situation. Il faut faire évoluer les entreprises. Donc, pour qu'elles puissent évoluer, ça veut dire qu'à un moment donné, elles doivent accepter les salariés. Attendez, elles puissent licencier, mais que de l'autre côté, on puisse assurer la sécurité personnelle des salariés. Les Danois, les Scandinaves ont fait ça, et c'est bien à la fois, et c'est bien à la fois consenti. Et c'est bien à la fois pour les entreprises et en même temps pour les salariés. D'accord, qui doivent donc consentir des efforts. D'ailleurs, Arnaud Montebourg, qui était dans votre ville il y a une journée, il le dit d'ailleurs, il faut accepter des efforts mesurés pour sauver son emploi. Mais c'est le discours de vérité. Les salariés, ils sont prêts. Moi, vous voyez, j'ai une entreprise qui s'appelle Véninov sur Vénissieux. Les syndicats, la CGT, la CFDT, ont accepté un certain nombre d'efforts. Bon, ils espèrent simplement que la réciproque sera vraie du côté des dirigeants d'entreprise. La réciproque, c'est de sauver l'emploi et de remplir le carnet de commandes. François Hollande avait annoncé durant sa campagne, Gérard Collomb, une loi contre les licenciements boursiers, ou en tout cas qui ne sont pas justifiés économiquement. On n'en parle plus ? On s'est aperçu sans doute que c'était un peu plus difficile parce que vous voyez, quand on est dans une grande entreprise, à mon avis, il y a des pans de l'entreprise
qui peuvent être extrêmement porteurs et donc qu'il faut développer, d'autres par contre qui deviennent obsolètes. Vous savez, moi mon histoire, j'ai commencé à être élu dans un arrondissement, 9e arrondissement de Lyon, c'était Vèze, industriel, désindustrialisation, fermeture de sites. Je sais ce que c'est que d'être confronté à ce genre de situation. Et pour les résoudre, il faut essayer d'innover, de développer les industries de l'avenir. C'est ce que j'ai fait dans ce quartier, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise. Bercy, aujourd'hui, cherche toujours à résoudre le casse-tête de la taxe à 75%, ce qui nous ramène d'ailleurs à la campagne électorale de François Hollande. Il avait sorti cette mesure pour essayer de faire obstacle à Jean-Luc Mélenchon qui montait. Est-ce que vous dites aujourd'hui il faut tourner la page et abandonner cette idée ? Je suis totalement en accord avec un livre qu'a fait Philippe Aghion, grand économiste de gauche, qui s'appelle « Réformer l'État ». Et il montrait dans ce livre que la Suède, à un moment donné, avait taxé beaucoup les entreprises et que le produit même des recettes avait diminué parce qu'évidemment il y avait un peu d'évasion entrepreneuriale qui faisait que les gens désertaient la Suède. Donc à un certain moment donné, il faut effectivement maîtriser l'impôt de manière à pouvoir booster l'économie. En termes clairs, ça veut dire on oublie cette taxe à 75% qui... Moi, je n'en ai jamais été un très grand partisan. Et je l'ai dit dès l'époque. Oui, mais aujourd'hui... Je suis toujours en accord avec ce que je disais il y a quelque temps. D'autant plus maintenant que la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. J'avais écrit un livre, vous vous en souvenez, il y a un an et demi, qui s'appelait « Si la France s'éveillait ». Un certain nombre de choses que j'analysais dans ce livre, qui à l'époque semblaient un peu hétérodoxes aux yeux d'un certain nombre de mes amis. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu la réalité et qu'un certain nombre de thèses, aujourd'hui, réapparaissent et on est confronté à la réalité, obligé de changer. Il vaudrait mieux le faire avant qu'après. Vous estimez avoir encore plus raison aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas s'encombrer de cette taxe à 75% qui pèse sur l'image internationale de la France. Je ne le formulerai pas. J'essaie de le formuler à votre place, Gérard Collomb. Oui, j'ai bien compris. Mais essayez, si vous voulez, je vous interviewe. D'accord. Je me souviens de votre livre d'il y a un an. Bon, d'accord. Gérard Collomb, vous aviez des mots très durs contre certains écologistes jusqu'aux bouddhistes. Oui, vous aviez affirmé des choses. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais j'en ai beaucoup qui veulent effectivement continuer avec notre équipe parce qu'on s'est marié. Économie et écologie, et je pense que c'est la clé de l'avenir. Alors, et Jean-Vincent Placé estime aujourd'hui que relancer par exemple l'idée d'explorer, d'exploiter même les gaz de schiste serait franchir une ligne rouge, et là, eh bien, il n'y aurait plus de ministre écologiste dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a demandé Jean-Marc Ayrault, qui me semble assez raisonnable, c'est qu'en tout cas, on se donne la possibilité d'étudier les choses et d'aller au bout des analyses scientifiques. Les écolos, ils disent non, on ne va pas chercher de nouvelles énergies fossiles. Non, mais je crois qu'ils veulent le faire, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas ne pas avoir d'énergie du tout. L'énergie nucléaire, j'ai cru comprendre que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait faire d'après mes amis écologistes. Le gaz de schiste non plus. Après, on nous dit qu'il faut faire le gaz naturel. Il se trouve que l'on n'en a pas, et donc on est obligé de l'importer de Russie, ce qui nous met extrêmement dépendants énergétiquement. Est-ce que c'est cela que l'on veut? Vous dites non. Non. Très bien. Alors je le disais tout à l'heure, vous tenez à conserver votre double casquette de sénateur et de maire, en contradiction donc avec la volonté de François Hollande d'en finir avec le cumul des mandats. On va en parler tout de suite avec Suzette Bloch de l'agence France-Presse, mais d'abord on présente ce front du refus sénatorial et socialiste. Un sujet signé François Gonin. François Rebsamen et Gérard Collomb. Ils incarnent le noyau dur de la résistance. Les deux sénateurs socialistes mitraillent depuis des mois pour défendre le cumul des mandats. Et ils affûtent leurs arguments. Pour représenter les collectivités locales, il faut être soi-même un élu local, assure-t-il. Seul problème, le maire de Lyon et président de l'agglomération n'est pas des plus assidus au Palais du Luxembourg. Il serait même dans la liste des cancres. Il l'avoue lui-même. C'est exact, je ne suis pas un des plus présents parce que je suis maire de Lyon. Cet absentéisme parlementaire fait grincer des dents dans le groupe socialiste et notamment celle du défenseur de la réforme, Jean-Pierre Sueur, ancien cumulard repenti. Quand il a présenté son dossier de grand stade, eh bien une fois ou l'autre, il a dû retourner à Lyon et il m'est arrivé de défendre les amendements qu'il avait présentés. Il est impossible d'être présent à temps plein au Sénat
et d'exercer à temps plein la mission qui est la sienne. C'est matériellement impossible, c'est tout. François Hollande a fixé un cap, la loi sera votée avant la fin du quinquennat, mais le flou persiste sur la date d'application, un flou qui fait grogner les élus aux multiples casquettes. Les élections municipales de 2014 approchent et faire passer une telle réforme avant le scrutin serait, selon eux, se tirer une balle dans le pied. Un parti qui joue contre ses élus mène son parti à l'échec aux élections suivantes. Tout le monde comprend bien que c'est souvent par le cumul que nous avons gagné des postes, on veut gagner des majorités. Parce que la crédibilité des élus sur le terrain, elle s'acquiert au fur et à mesure des mandats qu'on exerce. À ce jour, ils sont 81 sénateurs socialistes à ne pas respecter le non-cumul adopté par leur parti. Et lors du vote dans l'hémicycle, ils pourront pour une fois compter sur les voix de la droite. Voilà, avec donc Monsieur Collomb, Suzette Bloch de l'agence France Presse qui est avec nous. Suzette, bonsoir. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Alors on a vu, là, les sujets de société ne sont pas une priorité pour vous. Alors pour vous, le cumul des mandats, c'est un sujet de société alors? Non, pour moi, je ne pense pas que ça soit effectivement une priorité. Je vais vous expliquer ma position, parce qu'évidemment un peu schématique. Allez-y, allez-y. Moi, je pense que si on voulait faire une réforme profonde de nos institutions, il faudrait reprendre ce qu'est, par exemple, en Allemagne, la distinction entre le Bundestag et le Bundesrat. Vous savez, le Bundesrat, c'est... Là, c'est déjà discuté. Vous permettez? C'est les présidents de région. Et on ne leur demande pas de venir, et la critique de mon ami Sueur était d'une certaine manière à la fois justifiée, mais en même temps très peu pertinente. On ne leur demande pas de venir sur tous les projets de loi. Mais par contre, tous les projets de loi qui touchent aux collectivités locales en Allemagne, alors pour le coup, non seulement ils les discutent, mais il doit même y avoir une majorité au Bundesrat pour que les lois soient adoptées. Vous comprenez bien qu'on va aboutir à un déséquilibre des pouvoirs extraordinaire et que les maires demain, les présidents de région, les présidents de conseils généraux, eh bien, ne pèseront plus dans la France. Nous sommes déjà dans un État hyper centralisé. Demain, ce sera encore pire. Mais alors François Hollande s'est trompé. C'est un engagement de campagne. Vous avez fait sa campagne. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous opposez frontalement à lui? Écoutez, pour moi, ce n'est pas une affaire. Vous voyez, je suis quelqu'un qui aujourd'hui se satisfait avec la ville de Lyon. Je vais rester quand même quelque temps ici. Et vous me verrez très souvent présent sur la loi de décentralisation. Parce que ça, c'est un vrai sujet pour moi. Et ça concerne... Avant la loi de décentralisation, il y aura la loi sur le non-cumul. Au moins au Conseil des ministres. Le 27 mars, c'est en Conseil des ministres. Peut-être. On verra quand ça arrivera devant le Parlement. Je sais pas. Moi, on me dit par exemple qu'un certain nombre de députés, 45, qui sont à la fois députés et maires, demain, si on leur demande de choisir, ils feront ce que la plupart des maires font. Ils choisiront de rester maires. Et à ce moment-là, on me dit que leurs suppléants ne pourraient pas monter. Donc, on serait obligé de faire 47 élections partielles. Est-ce qu'on va vers ce genre de situation? Je n'en suis pas sûr. Apparemment, le gouvernement étudie la question et il pense pour un calendrier en 2016 ou 2017. Est-ce que vous voteriez si c'était appliqué en 2017? Si on veut adopter pour 2017, pourquoi pas 2020? Mais franchement, moi je n'en fais pas... Pendant le quinquennat, dit le chef de l'État. Je n'en fais pas un problème personnel. Et demain, je choisirai sans problème la ville de Lyon. Mais je pense, sur le fond, que vous voyez, si vous n'avez pas les présidents d'exécutifs au Sénat, à quoi sert le Sénat? Si vous n'avez pas les dirigeants de région, les dirigeants des conseils généraux, les dirigeants d'agglomération, et que vous avez ceux qui ne sont pas dans les exécutifs, évidemment que ça va être moins représentatif de ce qu'est aujourd'hui la... Gérard Collomb, vous abordez une question très importante là. Vous dites effectivement la présence des représentants de l'exécutif régional, notamment départemental, local, au Sénat. Et alors là, ça pose la question évidemment de la séparation des pouvoirs, Suzette. C'est ce que dit Sueur. Il dit que vous faites des amendements pour Lyon, que vous faites des... Moi, je fais des amendements pour la France, vous voyez. Sur la loi de décentralisation, je suis sans doute un de ceux
qui ait porté une certaine vision de la France. Ça fait 2 ou 3 mois que je travaille avec les ministères. Ils savent que j'ai des idées assez précises sur la façon dont il faudrait organiser, non pas simplement l'agglomération lyonnaise, nous le faisons par ailleurs. Mais en même temps, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un conflit pour les Français, un conflit d'intérêts entre celui qui défend son exécutif, qui moi je défends pas mon qui exécutif. dirige son Je peux exécutif, vous dire, moi j'ai une et le pouvoir législatif. J'ai une certaine vision de la France dans l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu difficile du point de vue de la dépense publique. Si on veut faire des vraies économies d'échelle, il faut aller vers une décentralisation en profondeur. Faire en sorte, vous voyez, la France, elle est très diverse. Faire en sorte que sur les régions rurales, on mette en avant le département. Faire en sorte ensuite que l'on conforte les 100 premières villes qui maillent la France. C'est ce que vous allez faire. On va en parler tout à l'heure. C'est ce que vous avez mis en œuvre. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est une vision de la France. Par exemple, je trouve qu'un des grands problèmes de l'Île-de-France, à la fois de développement économique et en même temps problème social, c'est d'avoir 114 intercommunalités. Donc, de ne pas être capable de mettre des politiques d'ensemble en œuvre. Vous voyez la différence, par exemple, entre l'agglomération lyonnaise dans les problèmes des banlieues et les banlieues de l'Île-de-France, parce que nous, on a une capacité de gérer de manière globale. Quand vous avez Clichy et Montfermeil dans une intercommunalité, comment voulez-vous faire marcher les choses? Comment se passe votre semaine? Parce que vous êtes maire de Lyon, président de l'agglomération, sénateur, donc comment ça se passe? Expliquez-nous. Je suis à Paris le mardi et le mercredi, et puis le reste dans mon agglomération. Comment ça se passe? En général, lundi, c'est soit conseil municipal, soit conseil d'agglomération. Donc les deux de vos mandats le lundi, le mardi et le mercredi, vous êtes au Sénat. Et ensuite, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je suis chez moi. Oui. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement dans le cadre d'une décentralisation accrue, de se consacrer à plein temps à sa mairie pourrait être quand même plus pertinent? Mais écoutez, on a parlé des problèmes économiques et sociaux. Vous avez entendu qu'on a des points de vue peut-être un peu originaux. Je pense qu'un certain nombre d'élus locaux ont les points de vue que je viens de développer, c'est-à-dire parce qu'ils connaissent les réalités économiques et sociales, ils portent une certaine idée du développement. Aujourd'hui, moi, maire de Lyon, j'ai déjà un peu de peine à me faire écouter. Le maire d'une ville de 30 000 habitants, si demain il est plus sénateur ou il est plus député, alors là, je vais vous dire qu'on ne va plus l'écouter du tout. Pour les intérêts de votre agglomération, mais pas pour la loi. Parce qu'il voit comment les choses se développent, comment vivent les entreprises dans sa ville, qu'il connaît un peu la réalité économique et sociale. Et donc c'est cette vision. Les parlementaires qui n'ont pas de mandat n'ont pas cette vision, n'ont pas cette expérience. Ce que je vois dans les partis, d'une certaine manière, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les appareils et que quelquefois, essayer de tempérer ceux qui sont dans les appareils politiques par, on va dire, la connaissance du réel qu'ont ceux qui sont sur le terrain, c'est pas mal, croyez-moi. Donc vous nous annoncez que le Sénat ne votera pas le non-cumul. Mais moi, je ne vous annonce rien. Je parle pas au nom de mes collègues. Mais il paraît que vous êtes 80. Mais c'est même pas un problème. J'essaye d'attirer l'attention sur, effectivement, l'équilibre des pouvoirs dans notre pays. S'il n'y a que ça qui peut faire avancer l'avenir de la France, alors on se sacrifiera pour l'avenir de la France, parce que je n'en fais pas du tout un problème personnel. En tous les cas, vous n'allez pas sacrifier votre implantation locale. Et ça, c'est clair. Le fait que vous soyez au service d'une ville qui est votre passion. Oui, oui. Bien sûr. Vous n'hésitez pas une seconde. Mais c'est d'ailleurs pour défendre ma ville que je suis là. D'ailleurs, c'est ce que me reprochait M. Sueur, de défendre trop ma ville. Lui, il défend peut-être un peu Orléans. Il regrette même peut-être de ne plus en être maire. Donc, évidemment que chacun défend une position à partir de la vie qu'il a, des réalités qu'il observe. Il n'y a pas de théorie comme ça, des idées qui seraient totalement abstraites. C'est bien à partir d'une réalité... Démagogue, dit François Rebsamen à propos des opposants au cumul. Il parle même de démagogie. Je n'emploierais pas ce mot. C'est pas comme cela que je veux traiter les problèmes. Vous voyez, je regardais par exemple... Ça veut dire que vous seriez prêt finalement à voter le projet de loi, si jamais in fine.
si on me dit que c'est essentiel pour l'avenir de la France, mais qu'on me le dise dans un vrai débat, moi je veux bien que vous m'invitiez avec Jean-Pierre Sueur dans une émission, puis qu'on débatte sur ce sujet. Comment il faut organiser la France, les territoires, la représentation des territoires par rapport au pouvoir jacobin. Vous vous rendez compte, le pouvoir jacobin en France, cela fait des siècles et des siècles. Et donc, la décentralisation, on peine à la faire. Et au moment où on l'a fait, on va dire, allez, rentrez dans les provinces et on n'entend plus parler de vous. Mais vous l'avez eu, ce débat avec François Hollande. François Hollande a tranché. Ce débat, il est déjà quand même je sais pas. tranché dans le Parti socialiste. On nous reproche quelquefois de ne pas être dans le débat qui est aujourd'hui, par la fonction présidentielle, une toute-puissance de l'exécutif. Si effectivement, parce qu'on a tranché à un moment donné sur un point, on ne peut plus parler de ce point, alors dans ce cas-là, c'est une cour qu'il faut installer. Ce n'est pas un Parlement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rappeler à François Hollande ce qu'il devait au cumul qu'il a exercé pendant quelque temps de député et de maire de Tulle? Franchement, je n'ai jamais parlé avec François Hollande et avec le Premier ministre des problèmes de cumul des mandats. Je leur ai parlé effectivement des problèmes économiques, des problèmes de désindustrialisation, des problèmes de la décentralisation, parce que je trouve ça fondamental. Je vous réponds parce qu'évidemment, vous avez mis ceci au cœur de l'émission, mais pour moi, ce n'est pas une priorité du tout. D'autant que vous avez fait votre choix, il est clair et net. Alors, il y a beaucoup de questions sur Dailymotion qui portent sur les indemnités d'élus. Voilà, alors combien gagnez-vous par mois, toute indemnité confondue? Expliquez un peu aux téléspectateurs. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que lorsque l'on est, comme moi, sénateur, maire, président du Grand Lyon, on cumule les indemnités. Non, elles sont plafonnées. Ça fait combien au total? C'est 9 800 €. Non, mais au total, toutes les indemnités. Ah, ça ferait à peu près 19 000 €. Les trois. Les trois. Mais donc moi, je ne touche que 9 000 parce que effectivement, je travaille gratuitement pour la ville de Lyon, pour le Grand Lyon. Et donc, c'est parce que c'est... comment dirais-je, ma passion, ma vie, elle est à Lyon, dans l'organisation, le développement de ces grandes métropoles. Mais ce n'est pas... Le reste, où il passe? Expliquez un peu. Aujourd'hui, donc, les élus sont écrétés, et donc ils redistribuent à un certain nombre de conseillers municipaux ou d'adjoints le reste de leur indemnité. Et donc, certains moi, je répartis... proposent de le répartir aux collectivités. Comment? Certains proposent de répartir cette somme pourquoi pas? aux collectivités. Pourquoi pas? Mais si on veut aller en profondeur, il faut pouvoir regarder à nouveau toute la législation. Vous voyez, et les indemnités des élus. Moi, par exemple, mon adjoint à l'urbanisme à Lyon, c'est quand même quelque chose, une fonction à plein temps. Il doit, je crois, être à peu près à 3 000 € d'indemnité. Ça veut dire que s'il n'a pas un cumul des mandats, il se trouve dans une situation extrêmement difficile. Donc ça veut dire qu'il faut... on n'aide pas lui spécialement, mais d'autres, effectivement, on les aide. Ceux qui, justement, n'ont pas d'autres fonctions. Voilà, mais vous comprenez bien que ça fait un peu bizarre qu'on aide ces élus. Bon, ils vont être d'autant plus favorables à vous, d'autant plus... J'espère, franchement, que toutes celles et tous ceux qui viennent se faire élire sur mes listes sont un peu favorables à moi. Parce que s'il y a que des gens qui sont défavorables, évidemment, ça devient une autre problématique. Dernière question, Suzette. Oui, alors donc Jean-Claude Gaudin dit que finalement vous voterez le texte comme eux l'ont fait sous Sarkozy, notamment quand ils ont voté le conseiller territorial auquel ils étaient très opposés. Que finalement vous voterez le texte. C'est ce qui va se passer alors. J'en sais rien. On verra, chacun prendra le moment venu ses responsabilités. Moi je vous dis, je ne suis même pas sûr que le texte arrive et je ne sais pas dans quelles conditions il arrivera. Donc quand on me le présentera, je dirai, comme je le dis aujourd'hui, franchement, ce que j'en pense. Très bien, on a déjà compris ce que vous en pensez, parce que vous l'affirmez haut et fort. Merci beaucoup, Suzette, d'avoir été avec nous cette semaine. Dernière partie de Preuve par 3 avec Perrine Tarnot qui va nous rejoindre de Public Sénat. On va ouvrir quelques dossiers lyonnais avec vous. Maintenant, à commencer par l'affront fait à votre ville. Et oui, comment Lyon n'a pas été retenu comme cité de la gastronomie?
Sophie Normand. L'image de Lyon en prend un sacré coup. La ville des bouchons, ces bistrots mondialement connus, a été rejetée du réseau des cités de la gastronomie au profit de 3 autres villes, Paris-Rungis, Tours et Dijon. Rien d'étonnant pour Marc de Champérard, critique gastronomique et lyonnais d'origine. Lyon n'est tout simplement plus à la hauteur. Aujourd'hui, et je suis malheureux de dire ça, mais Lyon n'est plus dans Lyon. Lyon n'est plus une ville qui donne faim. Avant, c'était les grenouilles dans la Dombe. Il n'y a plus de grenouilles dans la Dombe. Hein? Avant, c'était le vin de Beaujolais. Aujourd'hui, moi, je préfère boire un Gamay de Touraine que de trop nombreux Beaujolais. Il y avait aussi les fameuses écrevisses pâte rouge, qui aujourd'hui, avec la pollution, n'existent plus. C'est pourtant à Lyon que tous les 2 ans se tient le Salon international de la restauration, qui pendant 5 jours rassemble plus de 160 000 visiteurs et pas moins de 12 200 chefs de cuisine venus des 4 coins de la planète. Lyon reste aussi la 2e ville française la plus étoilée après Paris. Pas suffisant, le bien manger et le bien boire ne se mesurent pas toujours au nombre de chefs étoilés. C'est la pratique sociale du repas, c'est la convivialité, et donc les critères qui ont amené la commission à se décider pour la mise en place d'un réseau avec ces 3 villes, Paris, Rungis, Dijon et Tours, relèvent plus de la complémentarité des dossiers et de la rigueur des dossiers qui ont été présentés, de leur solidité. De quoi énerver très fort Gérard Collomb qui aurait confié à son entourage. Je ne veux plus voir à Lyon un seul putain de ministre de ce gouvernement de merde. Bah dites donc, Gérard Collomb. Moi, je ne parle pas comme cela. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je mets de la passion, mais toujours de manière courtoise. On connaît vos légendaires coups de gueule quand même. Non, mais sur la cité de la gastronomie, alors, si vous voulez, c'est clair que la décision me semble totalement injustifiable. D'ailleurs, je suis persuadé qu'on y reviendra. Vous voyez, on a eu le Bocuse d'Or, effectivement, pendant 3 jours. C'était un événement où il y avait 188 000 personnes qui étaient présentes. 17 500 chefs. Un repas avec 500 étoiles. Oh là là. Si ce n'est pas là qu'est la gastronomie, alors je ne sais pas où elle se trouve. La prochaine fois, je vous invite. La prochaine fois, vous m'invitez. Merci. Mais quand même, on vient d'entendre dans ce reportage ce critique gastronomique qui dit que Lyon n'est plus ce que c'était, c'est plus tellement la ville du terroir français, de la bonne cuisine française. Je crois qu'il a totalement tort. Vous savez, c'est une phrase de Paul Bocuse qui disait la cuisine, la gastronomie, c'est le produit. Et pourquoi Lyon est une région assez exceptionnelle? Parce qu'elle est entourée effectivement par la Dombe, donc où vous avez un peu de poisson, par la Bresse où vous avez évidemment les poulets, les chapons, par la Haute-Savoie et la Savoie, par la Drôme, tous les produits du terroir qui sont autour de l'agglomération lyonnaise. Non, c'est une ville de grande gastronomie et venez-y quand vous voulez, le plus souvent possible. Ça nous fera plaisir. Vous pensez qu'on va revenir en arrière sur les 3 villes qui ont été choisies, Paris, Rungis, Tours et Dijon? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment le choix, en fait. Le président du jury on fait une cité de la gastronomie où dans l'Hôtel-Dieu, qui est une architecture de soufflot, on réserve à cette cité de la gastronomie 15 000 mètres carrés. Et donc, il nous dit, la cité de la gastronomie mérite mieux qu'une chambre de bonne. Vous comprenez bien que 15 000 mètres carrés dans un hôtel, dans un hôpital du XVIIIe siècle, rénové par un des plus grands architectes français, ça fait quand même pas totalement plaisir. Alors, vous êtes sur la même ligne que François Rebsamen sur le cumul des mandats. Alors là, c'est votre adversaire, votre ennemi même. Hein. Je n'ai jamais demandé à ce que Lyon soit unique. Ah, vous êtes prêt à partager la couronne? Oui, non, mais que tout le monde, vous savez, qu'on ait ou qu'on n'ait pas le titre cité de la gastronomie, de toute façon, on la fera quand même et on continuera à attirer à Lyon des centaines de milliers de personnes. Le tourisme l'an dernier à Lyon a augmenté de 15% dans une année de crise. Donc on va continuer à essayer d'aller de l'avant. Bon, on quitte la gastronomie. Le gouvernement vient d'autoriser l'expérimentation d'une salle de shoot à Paris. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce genre d'expérimentation? Est-ce que vous seriez prêt à le tenter aussi à Lyon? On a nos propres procédés où on essaye effectivement de traiter les problèmes de toxicomanie. Il se trouve que salle de shoot, c'est une salle de consommation de drogue ouverte. Mon premier adjoint est professeur de médecine, spécialiste du sida, donc on essaye de traiter à notre manière
Et donc, chacun traite comme il souhaite ses problématiques. Mais j'ai pas compris, est-ce que vous êtes favorable ou non à cette expérimentation? Ce n'est pas comme cela que l'on procède. Vous avez choisi une autre voie. Absolument. Bon. Beaucoup de questions sur Dailymotion autour de la semaine de 4 jours et demi à l'école. Est-ce que vous allez l'appliquer ou non à Lyon à la rentrée septembre 2013? Le problème, il est d'une simplicité, j'allais dire, biblique. Et je l'ai dit d'ailleurs à Jean-Marc Ayrault. C'est une question de sous? Ça coûte 5 millions sur Lyon. Et donc, au même moment où le gouvernement diminue les dotations des collectivités locales, ne peut pas leur demander en même temps de dépenser plus. Donc, cela veut dire que soit, et ça se posera pour tous les maires de France, les caisses d'allocation familiale vont suivre et donc permettre de payer une partie de ces frais-là, soit effectivement, je ne vois pas comment nous pourrons le faire. Vous voyez, moi, pour la première fois, j'ai eu un budget cette année extrêmement difficile à faire avec ce qu'on appelle un effet de ciseau, c'est-à-dire que mes dépenses augmentaient un tout petit peu plus vite que mes recettes. Si demain je mets 5 millions de plus en dépenses, alors là je vais me retrouver dans une situation extrêmement difficile. Alors, vous menacez le gouvernement de ne pas prendre en charge ces 5 millions et donc de lui dire on ne l'appliquera pas au moins en septembre 2013, septembre 2014 peut-être, mais vous lui demandez de trouver une solution. J'attends une réponse. Je l'ai dit à Jean-Marc Ayrault, je l'ai vu il y a 3 jours, Jean-Marc Ayrault. Et je lui ai dit, moi j'attends que la Caisse nationale d'allocation familiale indique aux caisses locales de combien d'argent elles disposeront pour mettre en œuvre la réforme. Sur cette réforme, Vincent Peillon, il s'est isolé, il a péché par manque de concertation? J'en sais rien, mais en tout cas, il est clair que ça a un coût. Donc, si on décide d'une réforme, il faut y mettre les moyens. Vous voyez, quant à Lyon, donc, il faut en parler avant avec les élus. Quant à Lyon, je prends une décision, je m'arrange pour que ma décision, elle soit un peu financée. Autrement, ce ne sont que des intentions. Mais il y a un fonds, et vous faites payer par d'autres. Il y a un fonds incitatif du ministère de 250 millions d'euros. Le fonds, il est pour la première année. Oui, pour la première année, oui. Et il est donc d'1,7 million. Mais moi, je vais donner sur les 4 années. Vous voyez, au bout de la première année, c'est 5 millions. La deuxième, on passe à 7. La deuxième à 8 et la troisième à 9. Donc c'est sur ce genre de problématique qui, vous le comprenez bien, c'est pas pour chagriner le monde que je prends ce type de position et que je fais ces interrogations. Mais c'est un peu pour embêter le gouvernement aussi, parce que... Pas du tout. Ça l'embête. Pas du tout. Regardez, je sais pas si ça l'embête. Paris est bon élève et ils vont l'appliquer dès le mois de septembre. Ils ont dit on a les moyens, écoutez, nous on a le personnel. Si Paris a les moyens, moi j'en suis heureux pour Paris. Je me réjouis toujours que mes amis soient dans la facilité. Mais je sais, par exemple, que j'ai signé avec Bertrand Delanoë il y a quelque temps un texte qui disait attention, la péréquation que vous nous demandez où vous taxez les grandes villes, ça commence aujourd'hui à être au-dessus de nos moyens. Donc je pense que les problématiques que je développe sont aussi partagées par Bertrand Delanoë. Est-ce que vous seriez, vous, prêt à débaptiser les écoles maternelles pour un terme un petit peu plus neutre? Il y a une députée socialiste, Sandrine Mazetier, qui voudrait débaptiser parce qu'elle trouve que c'est trop connoté, c'est genré, c'est sexiste, école maternelle. Moi, si on veut les appeler école paternelle, je n'y vois aucun inconvénient. C'est trop genré aussi, paternelle. Ah ben alors, écoutez, bon, vous m'indiquerez quel est le mot. C'est triomphe, en tout cas, la théorie du genre, vous trouvez? École élémentaire, école de la première enfance. Moi, je trouve que tout cela, c'est loin des préoccupations fondamentales des Français. Voilà, on revient à ce qu'on disait au début. Alors, on va parler un petit peu organisation collectivité territoriale, puisqu'avec Michel Mercier, vous avez décidé et un peu imposé une scission en deux du département du Rhône en renforçant l'agglomération de Lyon, qui sera ainsi la première grande métropole française. Est-ce que maintenant, finalement, l'organisation des territoires est entre les mains des élus qui en font un peu ce qu'ils veulent, dans le sens où ils organisent les territoires qu'ils connaissent bien? Non, je ne le dirais pas exactement comme ça. On a beaucoup discuté avec Marie-Lise Lebranchu et donc elle souhaiterait pouvoir créer un certain nombre d'autres métropoles comme ce que nous allons faire à Lyon. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de villes sont plus réticentes que nous. Par exemple, sur Marseille, elle aimerait bien qu'il y ait une initiative qui soit comme celle de Lyon. Ça lui arrangerait les choses. Quand elle va à Marseille, ce serait plus facile.
Écoutez, il y pense. Mais il y pense. Il faut qu'il fasse mieux qu'il pensait. Il faut effectivement qu'il agisse pour la faire. Mais en tout cas, vous avez été extrêmement rapide. On vous reproche même un manque de concertation. Vous l'avez un peu imposé avec Michel Mercier à tout le monde dans le département. Vous savez, il y a toujours sur tous les sujets de bonnes raisons de ne pas avancer. Et donc, sur ce sujet en particulier, qui remonte, effectivement, c'est un choc. Création du département à la Révolution française. Bon, Lyon avait connu quelques petits incidents en 1793. Oui. Mais c'est vrai que c'est une révolution. Mais vous voyez, dans un moment où on dit il faut faire des économies de structure. On ne peut pas essayer d'économiser de l'argent public simplement par de petits ajustements. Il faut de grandes réformes. Et là, tout d'un coup, où il y avait sur un territoire 2 entités, la communauté urbaine et le département, il n'y en aura plus qu'une, évidemment, ça fait avancer les choses. Et en plus, c'est extrêmement complémentaire. Vous voyez, le département, il fait, par exemple, tout ce qui est social. Nous faisons tout ce qui est urbain. Dans nos logements, on logeait les gens dans nos logements sociaux, mais c'était le Conseil général qui par le RSA, s'occupait des problèmes sociaux et de l'insertion des gens. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait une unité sur ces 2 politiques, évidemment que ça va faire avancer les choses. Pour finir cette interview, Gérard Collomb, je voulais vous poser une question concernant la présidence du Sénat. On a pu entendre ces dernières semaines des critiques un peu feutrées contre le président Jean-Pierre Bel, accusé par certains, dans votre majorité, notamment de ne pas être assez présent, de ne pas assez s'occuper des relations avec les autres groupes de la majorité. Est-ce que vous aussi... C'est pas les mêmes que ceux qui me critiquaient, non? Je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, vous le trouvez trop timide, Jean-Pierre Bel? Non, écoutez, je crois qu'il y a un véritable problème, c'est que... il y a un problème quand même alors. Non mais pas de Jean-Pierre Bel. Oui. Le problème simplement c'est que les lois ne passent plus au Sénat. Et donc évidemment c'est une problématique un peu difficile. Donc il devrait s'en occuper un peu plus de ces problèmes-là? Non, c'est pas lui. Oui. C'est qu'il faut que les groupes qui composent au moins une majorité sénatoriale se mettent de temps en temps d'accord pour faire passer certains textes. C'est mieux quand même. Vous avez l'impression que ce sont les ambitieux qui se réveillent en vue des élections sénatoriales de 2014 ? Non, je ne crois pas. Simplement, il semble qu'il y ait aujourd'hui une distorsion. Dans une majorité, c'est vrai au Sénat comme c'est vrai dans une majorité municipale. Il vaut mieux quand même que les gens qui sont dans la même majorité, ils votent les mêmes textes. Parce qu'autrement, dans ce cas-là, c'est un divorce par consentement mutuel. À propos de distorsion de majorité, vous avez connu certains moments difficiles, on va dire, avec les Verts, avec les écologistes. Je pense aux dernières législatives, vous étiez érigé contre le candidat Vert. Comment vont se passer les alliances en vue des municipales en 2014 ? Moi, j'essaye de faire une grande liste de rassemblements dans lesquels les écologistes, on va dire, qui ont une vision responsable du développement urbain, seront partie prenante. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas trop mal parti. Vous leur dites ceux qui m'aiment me suivent ? Non, ceux qui ont une vision semblable de la ville, parce qu'on développe beaucoup d'écologie à Lyon, peut-être une des villes dans lesquelles se pense la ville du futur. Mais invitez-moi dans une autre émission, je vous parlerai de la ville intelligente de demain. Alors c'est pas de l'écologie, mais on va dire un mot sur 2 animaux pour conclure. Oh là là. Comment vont-ils ? Est-ce qu'on va les euthanasier, ces 2 éléphants ? Oh là là. Babi et Népal alors. Jamais on a autant parlé de Lyon. Que de fait, j'ai vu se penser sur le berceau de ces éléphants, effectivement. 2 grands sujets. Écoutez, moi je demande à ce que un jour, il y ait quelqu'un de sérieux, la plus haute autorité vétérinaire, qui vienne trancher la question. Parce que en attendant, parce que si vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les spécialistes de la question éléphantesque. C'est la première fois sans doute qu'ils étaient saisis sur des éléphants. Mais bon, ils vont trancher. Mais en attendant quand même, ces éléphants, ils sont là, et c'est un risque pour la population. N'approchez pas de Babi et de Népal si vous passez par Lyon. Allez plutôt courir les bouchons. Merci Absolument. Gérard Collomb d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, c'est Michel Sapin, le ministre du Travail, qui sera notre invité. Bonsoir.
Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr. Bonjour à tous, un lieu, une histoire. Le 22 janvier 1963 a été signé à Paris ce qu'on appelle le traité de l'Élysée qui signait et qui scellait la réconciliation franco-allemande. À cette occasion, et pour parler d'Europe, nous sommes venus ici même à Sichazel, un petit village perché sur les collines au-dessus de la ville de Metz. Dans ce village typique des douceurs de la vallée de la Moselle, a vécu Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe. Je vous propose d'aller à la découverte de sa maison, là où il a vécu une grande partie de sa vie, et surtout de découvrir cet homme historique. Robert Schuman est mort en 1963, c'est-à-dire l'année même où fut signé ce traité de l'Élysée, avec la signature du général de Gaulle et du chancelier allemand Adenauer, un traité à l'origine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui tout à fait communément ce fameux couple franco-allemand. Un traité qui est le fait de deux très fortes personnalités, de Gaulle et Adenauer, comme nous le rappelle Marie Lebon. Ce jour, le 22 janvier 1963, il y a de Gaulle, l'homme du 18 juin. À ses côtés, Konrad Adenauer, l'anti-nazi, le chancelier de la Nouvelle-Allemagne. Dans les salons de l'Élysée, ils signent la réconciliation de leurs deux pays. Les deux hommes ont appris à se connaître. Septembre 1958, première rencontre au domicile du Français à Colombey-les-Deux-Églises. Puis, le 8 juillet 1962, ils assistent ensemble à une messe dans la cathédrale des Rois à Reims, où 5000 personnes les acclament. Enfin, en septembre 1962, Charles de Gaulle est reçu par son homologue allemand et devient le premier chef d'État français à se rendre en Rhénanie depuis Napoléon. Quelques mois plus tard, le traité fixe les objectifs d'une coopération bilatérale accrue, organisation de sommets militaires ou intergouvernementaux pour soutenir les échanges dans différents domaines, la défense, les relations internationales ou encore le commerce. Plus important sans doute, le traité rapproche les peuples, la jeunesse en particulier. L'apprentissage des langues, l'harmonisation des diplômes et le jumelage sont autant de pierres qui aujourd'hui encore sont la base de l'amitié franco-allemande. Cette réconciliation n'est pourtant pas seulement le fait de ces deux géants de l'histoire. En 1950, c'est-à-dire 5 ans seulement, on ne s'en rend pas compte, mais 5 ans seulement après la dernière guerre, Robert Schuman propose une idée extrêmement audacieuse, celle de mettre sous une gestion commune la production de l'Allemagne et de la France, du charbon et de l'acier. C'est cette idée qui est aujourd'hui toujours à la base de la construction européenne telle que nous la connaissons. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et bien la voilà derrière moi, la maison de Robert Schuman, une maison de vigneron, une maison dont nous découvrirons l'intimité dans quelques instants. Une maison dotée depuis peu d'une annexe, d'une extension beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. On peut y méditer sur l'Europe bien sûr, on peut également y travailler. Bonjour Max. Bonjour monsieur. Vous êtes allemand, vous venez de Dresde et vous faites votre service civique ici même dans la maison de Robert Schuman. Nous sommes dans le bureau de Robert Schuman, là où il travaillait, là où il réfléchissait à l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement à ce bureau, son bureau, qu'est née l'idée de la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui? Tout à fait.
Son bureau joue un rôle essentiel dans la construction européenne, on peut dire ça, parce que c'était ici qu'il a rédigé sa fameuse déclaration du 9 mai 1950. Alors il faut rappeler que Robert Schuman, ici dans cette maison, vivait seul. Il n'y avait guère que sa gouvernante qui l'assistait, ce qui lui laissait pas mal de loisirs. Parmi ceux-ci, la bibliophilie. C'était un passionné, un amoureux des livres. La preuve, ces bibliothèques derrière nous. C'est tout à fait correct. Robert Schuman aimait beaucoup les livres. À la fin de sa vie, il avait plus que 8000 livres en fait. Alors il était un vrai bibliophile. Et ici, on voit la partie politique de sa collection. Donc, qui traite des relations entre la France et l'Allemagne, de l'histoire de l'Allemagne, de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Europe. En fait, il était un homme multilingue aussi. Il parlait français, allemand, anglais, italien, luxembourgeois, grec et latin. Voilà. Et dans toutes ces langues, on trouve des livres dans sa collection. Alors, c'était un homme exceptionnel. Autre passion de Robert Schuman, on le sait moins, c'est la musique. La preuve, ce piano qui est son piano, où il jouait très régulièrement. C'était pour lui une véritable passion, cette musique. C'est un piano dans son bureau, alors c'est pas normal ou c'est pas typique pour un bureau, mais pour Robert Schuman c'était très important. C'était sa mère qui l'a appris de jouer le piano.